Alors, après donc avoir parlé des modes propres, trouvé ces modes propres, décrit ces modes propres, j'ai déjà noté expérimentalement qu'il y avait un lien, hein, entre l'expérience de la corde de Mel et ces modes propres, puisque finalement pour observer ces modes propres, je suis forcé de passer par une corde de Mel avec un vibreur et de l'arrêter, hein, comme je viens de l'expliquer. Alors, précisons les choses. Donc, paragraphe 5.4, lien avec l'expérience de la corde de Mel. Dans l'expérience de la corde de Mel, donc, la corde est pourvue d'un vibreur à une extrémité, mettons en eau, hein, qui impose son mouvement à la corde en ce point. Donc le point O, évidemment, il n'est pas fixé. D'accord. Alors le point E, par contre, lui, il est. Voilà. Donc la corde de Mel, c'est pas une corde fixée à ses deux extrémités, on est bien d'accord. Donc il ne faut pas confondre, il ne faut pas appliquer des choses pour la corde fixée à ses deux extrémités, il ne faut pas l'appliquer à la corde de Mel, c'est pas la même situation physique. Alors, voilà, d'accord. Alors, on fait les observations suivantes, donc les observations expérimentales. Hein, d'accord. Les observations donc expérimentales. Alors, ici, par rapport au texte que vous avez, je crois que j'ai peut-être permuté en fait le point 1 et le point 2. Hein, donc, renumérotez-les éventuellement. Voilà, ça c'est le point 1, mais qui apparaît peut-être en deuxièmement. Donc, mettez un petit 1 ou un petit 2. Voilà. Alors, si on néglige l'amplitude du vibreur par rapport à l'amplitude des ondes stationnaires d'amplitude maximale. Dans le TP, j'ai parlé, quand on avait pour certaines fréquences, on avait la corde qui grossissait, puis montrait des fuseaux, d'accord. Voilà, moi j'ai parlé d'ondes stationnaires d'amplitude maximale, hein, parce qu'en fait, on peut le voir théoriquement, si on n'est pas à ces fameuses fréquences qui font apparaître ces beaux fuseaux, l'onde est quand même stationnaire en fait sur la corde, elle a une amplitude tellement faible qu'on ne le voit pas. Voilà. Donc en fait, ce sont des ondes stationnaires d'amplitude maximale, puisque pour certaines fréquences, cette amplitude, elle est à l'évidence maximale. Alors, l'amplitude de ces ondes stationnaires d'amplitude maximale est tellement grande, quand on regarde sur la vidéo, que finalement, ça nous fait oublier que le vibreur, il n'est pas fixe. Parce que sur la vidéo, on le voit comme étant quasiment fixe. En fait, il n'est pas. Donc finalement, ces fuseaux ici qu'on obtient dans l'expérience de la corde de Mel, ils ressemblent quand même énormément, hein, aux fuseaux que je vous ai représentés, qui étaient les modes propres d'une corde fixée à ses deux extrémités. D'accord. Donc il y a une analogie, on va dire, visuelle. Hein, voilà. D'accord. Voilà. Donc si on néglige l'amplitude du vibreur par rapport à l'amplitude des ondes stationnaires d'amplitude maximale, hein, ce qu'on fait, je dirais, visuellement un peu de manière naturelle, ces dernières, donc ces ondes stationnaires d'amplitude maximale, admettent la même forme que les modes propres de la corde fixée à ses deux extrémités. Voilà. Et alors, si on regarde ça de manière un petit peu plus quantitative, les ondes stationnaires d'amplitude maximale, donc les OSAM, hein, de la corde de Mel, sont obtenues expérimentalement pour les fréquences du vibreur. Alors, ces fréquences du vibreur, vous les avez obtenues expérimentalement, d'accord. Et on a vérifié que ces fréquences satisfaisaient cette loi, d'accord, que vous pouvez renoter, parce que dans certaines versions, je ne l'ai pas renoté. Donc, d'accord, donc c'est ça dans la manip, je vous ai montré que alors P c'est le nombre de ventres, hein, et je vous ai demandé de montrer que expérimentalement les pulsations donc, du vibreur étaient compatibles donc avec cette loi ici. En tout cas, disons que le oméga P était proportionnel à P avec un facteur proportionnalité. Voilà. Et bien ces oméga P en fait, ce sont les oméga n de tout à l'heure, j'avais noté simplement n. Ce sont bien les oméga n, c'est facile de le voir, hein, puisque si je fais. Alors, si je divise donc par c, hein, ça fait bien donc oméga p sur c égale p fois. Alors, pardon, je divise par c, je remultiplie par l. Hein, ça fait donc oméga indice P divisé par C fois L égale P fois pi, où P est un entier. C'est bien ce qu'on avait tout à l'heure. Hein, voilà, simplement, je les ai réécrites comme ça. Voilà. Donc, ce que je m'aperçois en fait, c'est que si mon vibreur est réglé sur la fréquence des modes propres de la corde qui serait fixé à ces deux extrémités, de même longueur, même constitution, qui serait fixé à ces deux extrémités. Donc si le vibreur est réglé à cette fréquence donc des modes propres de cette corde fixée à ces deux extrémités, à ce moment-là, le système répond de manière maximale,
puisque les ondes stationnaires sont d'amplitude maximale. Voilà, donc on a deux situations différentes. Hein. Donc moi je préfère parler d'OSAM pour les fuseaux qu'on observe dans le cas donc, de la corde de Mel. Ce ne sont pas des modes propres, pas les modes propres de la corde fixée, mais ça ressemble. Puisque forcément il y a une différence au point haut. Petite, une différence peut-être petite, mais néanmoins il y a une différence. D'accord. Donc je préfère les calculer, les qualifier de ondes stationnaires d'amplitude maximale, et en disant que ces ondes stationnaires, ces OSAM, voilà, ressemblent énormément au mode propre d'une corde fixée à ses deux extrémités. Alors comment interpréter physiquement le fait que cette corde, lorsqu'elle n'est pas fixée à ses deux extrémités, et lorsqu'elle est excitée par un vibreur, elle va répondre de manière maximale lorsque le vibreur est réglé sur les pulsations des modes propres. Et ça, c'est tout simplement un phénomène qu'on a déjà vu, c'est un phénomène de résonance. Alors, je vous rappelle le phénomène de résonance qu'on avait vu en mécanique ou en électricité. Si on avait un système électrico-mécanique qui oscillait naturellement, c'est-à-dire sans source d'énergie, à une pulsation qu'on appelait la pulsation propre oméga 0, on avait vu que si on adjoignait à ce système électrico-mécanique une source d'énergie, et que cette source d'énergie, c'était une source sinusoïdale à la même pulsation oméga 0, à ce moment-là, ce système répondait de manière maximale. Là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a un système ici beaucoup plus complexe, en fait, un système mécanique plus complexe, qui a beaucoup plus de degrés de liberté qu'un seul degré de liberté, comme ceux qu'on avait envisagés jusqu'à présent. Et donc, ce système, au lieu d'avoir une seule fréquence propre, il y en a plusieurs. Voilà. C'est les fameuses oméga n ou oméga p. Voilà. Et lorsque on adjoint donc, une source d'énergie à ce système et que cette source d'énergie donc, oscille aux fréquences propres, on va dire, aux fréquences des modes propres, et bien à ce moment-là, le système réagit de manière maximale. Donc, voilà, donc c'est bien un phénomène de résonance. D'accord. Simplement, la résonance peut intervenir à plusieurs fréquences. Alors dans un système simple, à un degré de liberté, il n'y a qu'une seule fréquence de résonance, il n'y a qu'une seule fréquence propre. Voilà, donc phénomène de résonance. Alors, on peut faire une étude théorique de cette expérience de la corde de Mel, comme on avait fait l'étude théorique d'une corde fixée à ses deux extrémités. L'équation d'onde de la corde de Mel est toujours celle que j'ai écrite au paragraphe 5.1. D'accord, mais là on ne voit pas. D'accord. La différence, c'est simplement que, je répète, l'équation différentielle, donc l'équation dérivée partielle, qui régit donc la corde de Mel, c'est celle que j'ai écrite au paragraphe 5.1. L'ensemble des solutions, c'est toujours les mêmes. D'accord. Donc c'est ce qui est encadré au paragraphe 5.1. Ce qui va changer ici avec la corde fixée à ses deux extrémités, ce sont les conditions limites, puisque la corde de Mel n'est pas fixée à ses deux extrémités. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les conditions limites. Alors, d'accord, donc comme je l'ai dit, voilà, les ondes de la forme ici, donc c'est ce qui est écrit au paragraphe 5.1, sont solution de l'équation d'onde de la corde, donc corde de Mel ou corde fixée à ses deux extrémités. Elles sont soumises, dans le cas de la corde de Mel, à deux conditions limites. Alors, la condition donc, aux limites en 0, évidemment, c'est là où il y a le vibreur. Donc ça veut dire que y0 de l'onde en x égale 0 est imposée par le mouvement du vibreur. Donc y de x égale 0t, c'est le ys' de t, qu'on va écrire, mettons, petit a, cosinus grand oméga t, où grand oméga, c'est la pulsation du vibreur, et mettons, petit a, c'est son amplitude. Voilà, et puis au point d'abscisse x égale à L, c'est-à-dire en E, on a là, toujours y, donc de x égale à L virgule t égale 0. Et dans ça, vous allez le faire en devoir à la maison. Voilà, donc je vous annonce déjà un petit peu le programme. Alors, on passe. Alors, pourquoi donc on va voir que ces modes propres, en fait, ils vont nous permettre de trouver toutes les solutions de l'équation d'onde pour une corde fixée à ses deux extrémités. Donc là, je reviens dans ce paragraphe à une corde fixée à ces deux extrémités. Voilà, c'est ce que je vous dis. Je considère à nouveau ici une corde fixée à ces deux extrémités, de longueur rentelle, tendue, on a vu comment. Les modes propres déterminés par l'équation d'onde et les conditions limites, ce qu'on a fait avant dans la vidéo précédente, se réécrivent, donc je les numérote. J'ai déjà écrit comme ça.
yn donc de xt, c'est le an cosinus oméga nt plus phi n, et donc la partie spatiale, hein, elle est en sinus parce qu'en fait ça s'annule en 0. D'accord. Et les omégas sont quantifiés parce que ça s'annule en grand L. Voilà, donc j'ai ce sinus ici, sinus oméga indice n sur c, donc pulsation spatiale fois x. Et en fait, on va tout simplement développer ici ce cosinus oméga nt, d'accord. Donc si on le développe, on le ramène à cette forme-là, d'accord. Hein, donc lambda n cosinus oméga nt plus mu n sinus oméga nt, toujours multiplié par notre fonction sinus de l'espace. Les oméga n, donc vérifie la chose suivante, hein, voilà, moi je la prends toujours sous cette forme, donc pulsation spatiale oméga sur c fois la position donc, de l'extrémité à droite, L égale, donc ça ce sinus de cette affaire doit s'annuler, donc ça vaut nπ, pour n appartenant à n étoiles. Alors les an phi n ou les lambda n mu n, hein, pour l'instant sont quelconques, d'accord. Donc si je réinjecte ça, je répète, dans l'équation d'onde qui est au paragraphe 5.1, voilà, cette expression vérifie cette équation. L'équation d'onde, donc, elle est linéaire en fait. Hein. Donc c'est-à-dire que si je trouve une solution y1 et j'en trouve une autre, y2, et ben y1 plus y2 est aussi solution. C'est assez facile à voir parce que les dérivées partielles sont linéaires comme les dérivées ordinaires. Donc finalement, toute somme des ynxt est également solution de l'équation d'onde. Si parmi ces yn, tous les yn sont solutions, donc toute somme des yn sont solutions par linéarité de l'équation. D'accord? Alors la question, si vous voulez le savoir, c'est donc je peux former une infinité de solutions de cette équation. D'accord? Si je somme, je peux les sommer tous ou pas tous, et puis ça dépend les coefficients que je vais prendre. Hein. Lambda n, mu n, enfin on voit que je peux sortir un ensemble de solutions gigantesques. Hein, de l'équation d'onde pour une corde fixée à ses deux extrémités. D'accord. Bon, ça c'est. Alors, le résultat, donc, comme j'ai dit, beaucoup moins évident, c'est le théorème suivant. C'est-à-dire, en fait, si je fais ça, eh bien, ce qu'on va admettre, c'est qu'en fait, on a forcément toutes les solutions de l'équation d'onde pour une corde fixée à ses deux extrémités. Donc, toute solution de yxt de l'équation d'onde pour une corde fixée à ses deux extrémités, donc vérifiant les conditions limites, s'écrit forcément comme une somme de modes propres, somme a priori infinie. Alors c'est l'objet du théorème qui est là. Toute onde, donc observable sur la corde fixée à ses deux extrémités, c'est-à-dire toute solution de l'équation d'onde vérifiant les conditions limites, s'écrit comme une somme infinie de modes propres avec des lambda n, mu n, vous pouvez voir ça plus tard, convenablement choisis. Hein, donc ce que je vous ai écrit ici, quelle que soit donc la solution yxt de l'équation d'onde vérifiant les conditions limites, il existe des lambda n mu n, tels que quel que soit x, quel que soit t. Alors je rappelle l'expression des oméga n. Alors voilà, donc le yxt hein, voilà, se décompose en fait sur les sinus oméga n sur cx avec une fonction ici du temps. Voilà, et cette fonction du temps, voilà, hein, c'est ça en fait, donc on retrouve bien les modes propres. J'ai écrit ça un petit peu comme intermédiaire, on peut à la limite l'oublier. On va voir quand même, dans la démonstration disons, de ce théorème, ça joue un certain rôle. Bon, voilà, donc on a bien notre sinus ici multiplié par ici les lambda n cosinus oméga n plus mu n sinus oméga nt, donc c'est bien les y, d'accord, hein, on retrouve bien ici les y indice n xt qui sont écrits ici, voilà, d'accord, donc voilà, donc ça veut dire que si je prends une corde de guitare, que je tire un endroit sur la corde, que je la lâche, d'accord, ça c'est une expérience d'une vibration. C'est pas un mode propre évidemment, hein, de vibration d'une corde fixée à ses deux extrémités. Donc ça veut dire que le yxt de cette corde, au cours du temps, eh ben, il peut forcément se mettre sous cette forme-là. C'est-à-dire je peux forcément trouver des lambda n mu n, quel que pour tout t et pour tout x, c'est satisfait. Voilà, alors, voilà, on va descendre un petit peu. Alors, comment trouver ces lambda n mu n? Les lambda n mu n, ils vont être déterminés par les conditions initiales à t égale 0 de la position et de la vitesse transversale de l'onde. Donc, si je fais t égale 0 dans l'équation qui est au-dessus, je me retrouve avec yx de 0, le cosinus vaut 1,
Donc lambda n, le sinus vaut 0, donc les mu n disparaissent. Donc voilà ce que ça me donne ici, yx de 0 égale somme pour n égale 1 à l'infini des lambda n sinus oméga n sur cx. Alors cette écriture ici, en fait, les oméga n, ils sont proportionnels à n. Donc en fait, de manière un petit peu sous-jacente, peut-être je vous en parlais dans la démonstration de tout à l'heure, en fait c'est une décomposition de Fourier. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de fonction périodique ici. Bon, ça ressemble, on va dire, pour l'instant à une décomposition de Fourier, puisque cette fonction yxt, je la décompose sur un ensemble de fonctions sinusoïdales, hein, dont les pulsations sont proportionnelles à n. Voilà. Alors ça, donc, vous n'allez pas à le savoir, mais on va admettre donc que cette équation détermine les lambda n en fonction de l'onde initiale. Et l'onde initiale, elle est donnée comme une condition initiale. C'est la manière dont je déforme la corde initialement. Je rappelle, la corde de guitare, vous la tirez en un point. Voilà, ça lui fait une espèce de forme en triangle. Hein, voilà. Il suffit donc le yx0, on peut le mettre en équation comme ça. Hein, voilà. Et ensuite, donc, à partir de ça, on peut trouver les lambda n. Voilà. Voilà, je vous ai dit, hein, donner donc, une adaptation de la théorie des ions en série de Fourier des fonctions périodiques vues dans la leçon sur le filtrage linéaire. Alors, on peut faire pareil en fait. Alors, la corde aussi, on peut lui donner des conditions initiales de vitesse. Hein. C'est-à-dire, imaginons que vous frappez une corde en fait, hein, perpendiculairement à elle-même. Vous allez en fait lui donner une certaine vitesse transversale initiale, cette vitesse dépendant évidemment de x. Hein. Alors, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va dériver le yxt par rapport au temps à x fixé. Donc, on va trouver la vitesse transversale de l'onde en chaque point. D'accord. Voilà, ça se passe au commentaire. Je fais t égale 0. D'accord. Bon, donc il ne reste plus que le terme en cosinus, donc en mu n, d'accord. Et ça en fait, voilà, c'est la vitesse de l'onde transversale initiale. Qu'une corde de piano, par une corde qui est frappée, on lui donne en fait une certaine vitesse initiale, à la fois une position initiale, hein, une fois que le marteau, disons, quitte la corde et qu'elle devient effectivement fixée à ses deux extrémités, elle est en fait propulsée, entre guillemets, à un endroit. Et donc l'ensemble de la corde, elle se trouve propulsée. Voilà, donc là, de la même manière, hein, cette équation détermine le coefficient mu n oméga n, donc mu n évidemment, en fonction donc de cette vitesse initiale transversale de la corde. Hein, voilà. Alors, cas particulier intéressant, si vous prenez simplement une corde de guitare pincée, c'est-à-dire que vous tirez sur la corde et vous la lâchez à vitesse nulle, à ce moment-là, cette vitesse transversale est nulle, et à ce moment-là, tous les mu n sont nuls. Hein. Donc ça simplifie un petit peu, puisque ça enlève un terme ici dans l'équation. Voilà. Conclusion, donc on peut écrire, quel que soit t, la solution de l'équation d'onde d'une corde fixée à ses deux extrémités pour des conditions initiales de position et de vitesse donnée. Donc on peut prévoir théoriquement l'évolution de cette corde pour ces conditions initiales. Voilà. Donc on a trouvé l'ensemble des solutions de cette équation dérivée aux dérivées partielles. Voilà. Et cette manière de faire ici, en fait, c'est la démarche historique de Fourier. Hein. Lui, il avait non pas une équation d'onde, mais une équation de la chaleur qu'il avait lui-même trouvée. Et pour trouver l'équation en fait, de son équation de la chaleur, il a été amené en fait, à décomposer la solution sous forme de fonction sinusoïdale. Voilà.